voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Et nous recevons aujourd'hui Valérie Monbet, statisticienne. Bonjour Valérie. Bonjour. Eh bien, je te laisse tout de suite la parole, Jean-Louis. Ah bah écoute, avec plaisir. Alors, c'est doublement un plaisir parce que il se trouve, c'est un hasard complet bien entendu, que Valérie vit son existence de chercheuse et de professeure d'université dans le même bâtiment que mon laboratoire et que nous ne nous sommes pas croisés. C'est assez étonnant quand même. Hein. Alors évidemment, c'est un bâtiment de une dizaine d'étages, disons. Mais bon, ça aurait pu se produire, ça ne s'est pas produit. Alors, c'est à l'occasion de cette émission que nous allons faire connaissance. Et d'abord, pour faire connaissance, ça veut dire essayer de comprendre un peu comment on a pu arriver à un moment de sa carrière, ou de sa vie plutôt, aux statistiques. Mais évidemment, ça a pu démarrer bien avant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'enfance, dans l'adolescence, pour qu'un jour, on se retrouve dans les statistiques ? Eh ben, je ne sais pas si c'était un chemin très direct, mais je pense que j'étais curieuse, intéressée par plein de choses. Et de fil en aiguille, ça m'a menée vers les maths, puis les statistiques. Depuis toute petite, alors, cette curiosité était présente ? Je me rappelle, par exemple, qu'on allait parfois en vacances chez un oncle qui avait une maison près de Perpignan. Et il avait des livres d'astronomie. Et quand j'avais 10-12 ans, je montais dans le grenier lire ses livres d'astronomie. Ah, on va tout savoir. Voilà, donc ouais, je pense que c'était curiosité depuis longtemps. Mais les études, alors, c'est des études dans le sud de la France ou... Non, j'ai fait toutes mes études en Bretagne. Je suis arrivée en Bretagne quand j'avais 4 ans et du coup, j'ai fait toute ma scolarité en Bretagne, sauf mon année de terminale que j'ai faite à Berlin, en Allemagne. Donc, vous parlez l'allemand couramment ? Je l'ai parlé couramment. On n'oublie pas, je crois, si. Ça revient si on... On garde peut-être un mauvais accent français quand on parle une langue étrangère, mais on n'oublie pas totalement. Surtout du vocabulaire. Oui. Mais ça revient quand on est de nouveau immergé. Mais ce n'est pas, alors je vais te contredire, Jean-Louis, si tu permets, tu dis un mauvais accent français. En général, quand on a un accent français, c'est plutôt... Un charmant accent français. Oui. Non, mais je pensais à toi uniquement, bien sûr. Bon, d'accord. Alors, avant j'ai trouvé, en préparant un peu cette émission, un lien particulier avec un endroit du globe, mais alors qui est connu quand même par beaucoup de monde, qui fait rêver aussi, qui se trouve en Asie, dans une partie très haute de l'Asie. Félix, ça te dirait quelque chose ? Une partie très haute, si c'est le point culminant, oui, ça me dit quelque chose. L'Himalaya ? Par exemple, oui, on n'est pas loin. Alors, c'est le Népal. Ah oui. Et alors, évidemment, ça fait un peu rêver, hein, le Népal. Mais c'est toujours un peu étrange d'avoir une affinité particulière avec un pays si loin et si haut aussi. Il y a un secret derrière ça, c'est ça ? Oui. Après, il y a deux choses. Bon, mon compagnon est népalais, on s'est rencontrés en France. Ça fait une quinzaine d'années qu'on vit ensemble. Donc, lui est originaire du Népal, il est arrivé en France quand il avait à peu près 25 ans. Mais j'ai toujours été, indépendamment de ça, j'ai toujours été attirée par la montagne. J'ai fait beaucoup de montagnes quand j'avais une vingtaine d'années. Un peu de haute montagne. Oui, partout ? Et, dans les Alpes et les Pyrénées, essentiellement. D'abord en France, alors ? D'abord en France. Et puis après, quand on va au Népal, chaque année, ou quasiment chaque année, on en profite pour aller se balader. Ouais. J'ai des collègues comme ça qui sont qui font les pics un peu partout, en Amérique latine en particulier.
Je pense à quelqu'un qui s'appelle Christian Doncarny, qui est un traiteur de signal réputé chez nous, et qui s'amusait comme ça à monter le plus haut possible. C'est assez étonnant, hein, et puis il y a une grande exigence dans ces choses-là, non? Ouais, dans la moi, préparation, pas dans l'effort. Moi, j'ai pas un très haut niveau. J'ai fait j'ai fait le Mont Blanc, par exemple, ou quelques pics comme ça, des 4000 en France, mais sans guide, en fait, toujours avec, à l'époque, avec juste une tente sur le dos, les cordes et pas de guide. Tu n'as jamais fait mais ça, toi, sur même. des choses qui sont classées faciles par les montagnards, quoi. Moi, le plus haut que j'ai fait, c'est le puits de Sancy. Alors, c'est quand même bien modeste. Donc, ça veut dire que on monte très haut avec les statistiques, en fait. Hein. Oui. c'est ça. On peut aller loin. Alors, on peut aller loin avec les statistiques. Bon, donc ça nous permet quand même de mieux comprendre la recherche se fait à l'Université de Rennes, à l'IRMA, l'Institut de recherche de mathématiques de Rennes. Une grosse structure, je crois, hein, qui... on doit avoir à peu près 200 chercheurs en comptant les chercheurs permanents et puis les doctorants, les postdoctorants. Et qui travaille en partenariat aussi au niveau régional beaucoup, avec Nantes, je crois, avec Brest avec aussi. Nantes, Brest, Vannes. Oui. Donc, Angers, Le Mans. Oui, c'est le Grand Ouest. Le Grand Ouest. Le Grand Ouest. Mais il y a une structure aussi adossée à l'IRMA qui a le nom de Lebègue, mais qui a deux volets, je crois, à Lebègue. Il y a une agence, mais il y a aussi une sorte de fondation. Alors, il y a le Centre Henri Lebègue, c'est un LABEX, donc une structure qui existe depuis une dizaine d'années, qui a pour vocation de regrouper, de permettre de travailler ensemble les mathématiciens du Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de Loire, et d'organiser des événements. Et ça couvre tous les champs des mathématiques, donc des mathématiques les plus fondamentales aux mathématiques les plus appliquées. Et dans la dimension appliquée des mathématiques, les activités sont regroupées dans ce qu'on appelle l'agence Lebègue, qui est un petit groupe de gens qui essayent de valoriser les mathématiques dans les entreprises et les sociétés. Donc, et aussi, bien sûr, les mathématiques transdisciplinaires, donc les mathématiques qui servent à d'autres disciplines scientifiques au sens large. Tu as une responsabilité. Et donc, je suis directrice de cette agence depuis 2-3 ans. Et je suis aussi membre du bureau de Amiès, qui est l'équivalent de l'agence Lebègue au niveau national. Ça veut dire quoi? On peut préciser les... Alors, ça doit s'appeler Association pour la... Alors, c'est pas exactement ce sigle-là, mais en gros, ça veut dire Association pour la valorisation des mathématiques dans les entreprises et la société. Ouais. D'accord. Donc, le S, c'est société, donc c'est vraiment au sens large. Par exemple, il y a 2 ans, je crois, on a subventionné un projet de création artistique à partir d'intelligence artificielle, création de tableaux. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment entreprise et société. Il faudra nous donner le lien là pour qu'on essaie de retrouver. Alors sur le site de l'Amiès, donc ça s'écrit comme ami au féminin, il y a des success stories, donc des petits documents en 2 pages qui sont très vulgarisateurs et dans lesquels on peut retrouver un certain nombre des projets qui ont été financés par Amiès. Alors je suis pas sûre qu'il y en ait une sur la production artistique, mais non, mais ce serait bien c'est une opportunité d'aller voir différentes applications des mathématiques dans les entreprises et la société. Oui, ça c'est un volet qui est assez récent de se rapprocher et de montrer aussi que les mathématiques ont un rôle à jouer dans les entreprises. Est-ce que cette démarche-là d'aller vers les entreprises ou de montrer les liens qui existent, est-ce que c'est assez récent? Alors, Amiès existe depuis une dizaine d'années aussi. Il y a des choses plus anciennes, mais c'est vrai que en tout cas depuis 10 ans, il y a ce groupe de personnes qui est un groupe tournant, puisqu'il y a des gens qui arrivent et qui repartent, qui a pour vocation vraiment d'essayer de
rendre plus visibles les interactions entre les maths et la société, les entreprises. Et il y a des groupes équivalents d'autres pays d'Europe. Et il y a même une structure qui s'appelle EU Mathsyn, qui est la structure européenne équivalente à celle-là. celle-là. Non, on en donnera les liens, je crois que c'est important. La chance qu'on a eue à Amiens, c'est qu'on a eu des financements de l'État via l'ANR, sous la forme d'un LABEX, qui était relativement important, qui nous a permis de mener beaucoup d'actions, ce qui manque un peu au niveau européen. Ils n'ont pas de budget propre suffisamment conséquent pour être vraiment visible et pouvoir avoir une action déterminante. On a une idée de ceux qui sont formés en mathématiques, qui vont se retrouver dans l'enseignement, la recherche, d'un côté, et ceux qui vont se retrouver dans l'industrie. Est-ce qu'il y a un partage là qui est équilibré ou déséquilibré? Parce que les mathématiques souvent sont vues pour l'enseignement, principalement, et la recherche bien sûr, mais c'est enseignement et recherche. Mais du point de vue entreprise, il y a aussi beaucoup de mathématiciens qui vont en entreprise. Oui, beaucoup. D'ailleurs, en France, c'est peut-être moins mis en valeur, mais si vous regardez les métiers, les classements des meilleurs métiers dans les revues américaines, par exemple, parmi les tout premiers métiers, il y a les métiers des mathématiques et notamment des mathématiques liées aux statistiques. Donc, parmi les métiers les plus appréciés, etc. Et il y a des Français qui avaient un très fort niveau en mathématiques, qui ont beaucoup participé au développement de Facebook, Google. Il y a notamment Yann Lequin, dont on entend souvent parler. En tout cas, pour les gens qui font de l'intelligence artificielle. Donc, oui, il y a les mathématiques ont disséminé à plusieurs... dans plein d'endroits. Alors, en France, c'est un petit peu particulier parce que les gens qui veulent se diriger, qui sont sûrs de vouloir se diriger vers l'industrie ont tendance à aller dans les écoles d'ingénieurs, après des classes prépa. Mmh. Mais à la fac, il y a aussi des masters qui préparent au métier des mathématiques dans l'entreprise. Et ces étudiants-là vont effectivement dans l'entreprise. À Rennes, oui, il y a deux filières principales. Il y a les masters qu'on appelle data science, de sciences des données, qui sont pilotés par Rennes 2 et la fac de Sciences Éco, avec des antennes à l'école d'agro, à l'ENSAI, l'école d'ingénieurs en statistique, et l'INSA. Et puis, il y a le master de calcul, simulation, modélisation, qui est piloté par l'UFR de maths, et qui forme des gens, effectivement, dont l'objectif, c'est de les amener à aller travailler dans les entreprises. Oui, il y a un mot-clé qui a été prononcé, là, qui est data science, qui est un terme tout récent et qui est lié évidemment à tout ce qui est big data, gros ensemble de données, etc. Et là où on retrouve évidemment les statistiques comme un peu les reines du monde, là, non? Oui, les statistiques en collaboration avec l'informatique, dans la science des données. Donc l'idée, c'est d'aller chercher de l'information. Alors autrefois, ça s'appelait data mining, donc aller chercher dans les données, de même qu'on irait chercher en géologie des trésors dans les sous-sols. Donc là, on a des gros volumes de données. L'émission de radio, elle va être stockée sur Internet, par exemple. C'est des données. Nos CV, ils sont sur Internet, des images de nous, de nos enfants, des événements sportifs. Donc, on a accès à des bases de données énormes. Et telles quelles, les bases de données, elles sont difficiles. Ça peut être difficile de les exploiter. Si on a, une série de chiffres sur, la clientèle d'un groupe de téléphonie, par exemple. Ça peut faire des tableaux énormes avec des milliers de lignes et des centaines de colonnes. Et ça, aucun humain n'est capable de le lire. Mais par contre, si on utilise des méthodes appropriées, qui sont les méthodes qu'on apprend à utiliser en statistique, mais aussi dans certains domaines de l'informatique, et même du traitement du signal d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça peut permettre d'extraire de l'information utile de ces bases de données. Donc après, l'utilité, elle peut être... ça peut être une utilité sociale ou culturelle, mais ça peut être une utilité en
en santé, pour l'industrie, etc. L'orientation statistique, elle s'est faite à quel moment? Le déclic vers les statistiques s'est fait à quel moment? Chez moi, Oui. très tard. Donc moi, j'ai commencé par faire des maths après mon... Enfin bon, j'ai suivi une formation scientifique au lycée, un peu parce que c'était la filière d'excellence, mais aussi parce que les maths, ça me demandait moins d'efforts que d'autres matières. Bon, j'aimais encore mieux le sport, mais voilà. Le sport, pour trouver du boulot, c'était plus difficile. Après, après ma terminale, j'étais intéressée par plein de domaines. J'ai hésité à aller en fac de sport, à faire de la philo, à faire de la biologie, à faire de la géologie. Et ne sachant pas choisir, je me suis dit, les maths, il y en a partout, faisons des maths. C'était un bon rapport rentabilité-investissement pour moi, parce que ça ne me demandait pas trop d'efforts. Après, il faut être rigoureux, il faut travailler, il faut être sérieux, bien sûr, mais c'était relativement facile. Il y avait facile. Initialement des capacités, disons. Ouais, voilà. Et après, je me suis dit, les maths, de toute façon, les biologistes, ils ont besoin de maths, les neurologues, ils ont besoin de maths, les banques, ils ont besoin de maths, dans le contrôle de structure en mer, on a besoin de maths, etc. J'ai dit, je vais commencer par faire des maths et je verrai bien. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des maths. C'était vraiment pour faire autre chose, quoi. C'était pas pour faire des maths. Mon idée, pourquoi les statistiques à un moment donné? Et après, donc j'ai fait des maths. Après, arrivé en maîtrise, donc en l'équivalent du master, maintenant, il fallait choisir un peu entre différentes sortes de maths. Donc, déjà, bien sûr, j'avais choisi les maths appliquées, pas les maths fonda. Et on avait le choix entre faire des choses plus autour de ce qu'on appelle l'analyse numérique et la mécanique, donc tous les outils qui permettent de faire du calcul mathématique pour, par exemple, faire de la météo, faire du comportement de structure, faire des choses comme ça, donc plus les maths quelque part de l'industrie, disons, pour être un peu simplificateur, ou se diriger plus vers les probastats. Alors là, moi, j'imaginais à cette époque-là que les probastats, c'était soit la finance et l'assurance, soit la santé. Donc, ça ne m'intéressait pas trop, ces domaines d'application. Et donc, je me suis dirigée plus vers la filière analyse numérique mécanique, avec l'idée d'aller travailler dans des entreprises, peut-être des gros groupes industriels, pour faire vraiment des maths très appliquées, quoi. C'est la vastitude des possibilités qui sont qui est étonnante. Ouais, on peut faire plein de choses. Et c'est après à la fin de mon master, on m'a proposé un financement de thèse à l'Ifremer pour travailler sur le comportement d'un navire rapide sur des vagues réelles, pas juste. Alors à l'époque, il y avait beaucoup d'études de comportement de structure, donc pour étudier à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'éoliennes en mer, mais par exemple les plateformes pétrolières, les coques de bateaux, etc., dans lesquelles on simplifiait le problème en supposant que les vagues étaient régulières. Donc, étaient vraiment comme, si vous connaissez les sinus et les cosinus, une onde très, très régulière. Ce qui n'est pas réaliste, puisqu'en mer, si vous allez au bord de la mer, vous voyez bien qu'on a des grosses vagues, des petites vagues, et tout ça se mélange. Elles peuvent venir de différentes directions. Oui. Et donc, l'objectif de la thèse, c'était de savoir est-ce qu'on peut envisager des méthodes qui permettent de mieux prendre en compte le fait que cette mer est aléatoire, finalement. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des stats, et mon directeur de thèse, c'était déjà des stats. C'était déjà des stats. Ouais, c'était entre les stats et les d'observation, alors. Oui, c'était entre les stats Pas de et les modélisation probas. Il y avait un peu des deux. Du coup, dans mon sujet de thèse, il y avait de la mécanique, de l'analyse numérique, des probas et des stats. Alors, un mélange. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais après avoir regardé un peu les travaux qui ont été faits sur ce parcours de statistique, on a l'impression que le bonheur a été trouvé dans les applications dans différents champs, c'est-à-dire la découverte d'autres mondes et l'utilisation dans ces autres mondes des statistiques. Si je résume le bonheur pour Valérie Monbet comme ça, je me trompe? Alors oui, dans mon travail, moi, ce que j'aime, c'est vraiment me confronter à des problèmes réels, des vrais problèmes que rencontrent en général des gens dans d'autres disciplines, et de les aider à trouver des solutions. Et donc, c'est effectivement le plaisir de découvrir à chaque fois de nouvelles disciplines. Je peux vous donner peut-être quelques exemples. Donc, vous avez bien compris que je travaille un peu sur des problèmes liés à la météo et au comportement de structure. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est
quand on arrive dans un champ nouveau, quels sont les premiers pas que l'on fait? Et comment on les fait? Avec des gens, on essaie d'apprendre, on lit beaucoup. Comment ça se passe? Alors, Ça peut- je pense que la toute première chose, c'est d'avoir une bonne qualité d'écoute. Parce qu'il faut entendre ce que les gens nous racontent, le comprendre, effectivement. Donc, souvent, on n'a pas le même vocabulaire. Alors, il y a des choses toutes bêtes. Par exemple, en physique, quand ils vont... Prenons l'exemple de la météo, parce que ça, tout le monde connaît. Quand ils parlent du vent, de la pluie, de la température, eux, ils vont parler de paramètres. Et pour nous, les statisticiens, on parle de variables. Et pour nous, les paramètres, c'est un autre élément du modèle. Ouais. Donc, il y a plein de faux amis, en fait, dans la façon de parler. Donc, ça demande un effort de traduction, finalement, afin de s'approprier le vocabulaire de l'autre pour pouvoir communiquer avec lui. Et puis, de réussir aussi à comprendre ce qui l'intéresse. Par exemple, j'ai travaillé une fois avec des gens d'une entreprise à Vitré qui fabrique des joints de voitures en caoutchouc, là, les joints qui sont sur le bord des portes et des fenêtres. Et ils avaient des problèmes de découverte de nouvelles recettes chimiques pour fabriquer les caoutchoucs. Et donc, quand on les rencontre, ils nous disent ça comme ça, on veut essayer de développer des outils numériques qui nous permettent essayer de découvrir automatiquement des nouvelles recettes à partir d'intelligence artificielle. Et en tant que mathématicien ou de statisticien, il faut qu'on décode, déjà qu'on comprenne leurs questions, puis qu'on la traduise en termes mathématiques pour nous pouvoir l'aborder. Voilà. Et après, il y a tout un travail de restitution, et ça, souvent, je dis ça aux étudiants, il y a des étudiants qui viennent en maths pour être prof, et on sent bien que ça ne sera peut-être pas des bons profs. Mais dans les maths appliquées, il y a tout aussi ce côté-là de transmettre ce qu'on fait, donc de comprendre le besoin des gens, puis après de leur restituer des choses en leur expliquant avec les mots qu'eux vont comprendre et qui vont leur permettre de s'approprier les solutions. Donc il y a une dimension pédagogique aussi qui est très importante dans la communication avec des gens d'autres disciplines. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Voyage extraordinaire dans les sciences. Aujourd'hui, avec Jean-Louis, nous recevrons Valérie Monbet, statisticienne. Donc ça suppose quand même un peu de temps avant de pouvoir commencer à travailler, réellement. On va sur le terrain dans ces cas-là, parce que les matheux, a priori, ils ne vont pas sur le terrain. Ils sont dans leur bureau. Devant leur tableau noir. Quand on fait des statistiques appliquées, on a parlé de l'Ifremer tout à l'heure, on va sur le terrain vraiment? On n'est pas forcément obligé d'y aller, mais ça apporte toujours des informations importantes, de voir dans quelles conditions les gens travaillent, avec quels outils. Enfin, ça enrichit la réflexion. Donc oui, si on peut, on va sur le terrain avec grand plaisir. Dans l'Ifremer, ça a été une première belle expérience, c'est ça? Oui, voilà. Ce qui explique aussi qu'il y a des projets qui ont continué après. Oui, on démarrait à l'Ifremer, et ce qui m'a amené à travailler beaucoup sur des applications liées à la météo. Donc, quel est l'impact de la météo et des aléas de la météo sur un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai travaillé un moment avec des Grecs sur l'alimentation en énergie de stations de désalinisation de l'eau de mer. Oui. Donc en énergie renouvelable. Donc il fallait comprendre un peu quel serait l'impact de la météo sur la production d'eau douce. Et petit à petit, au hasard des rencontres, j'ai commencé à travailler de plus en plus sur des applications en santé. Que sur le diagnostic médical, d'abord de maladies du foie, puis de problèmes articulaires liés aux arthrites, par exemple, aux arthrites septiques. J'ai eu l'occasion de travailler un tout petit peu avec des collègues du LTSI sur de l'imagerie médicale dans le traitement du cancer de la prostate par radiothérapie, pour mieux identifier la position de la vessie, notamment dans les traitements. Donc là, on est en train de découvrir un peu le spectre des champs qui ont été traités. Certains avec, dans le cadre d'actions internationales d'ailleurs. Oui, un petit peu. J'ai vu l'Argentine. Il y avait des raisons particulières là, pour
travaillé Alors, avec j'ai des équipes argentines? un ancien étudiant qui a fait son postdoc en Argentine et qui a gardé des liens à la fois avec nous et Voilà. avec l'Argentine. Et donc, on a dans le domaine de la météo. Et lui, il fait beaucoup de météo océanique surtout, enfin de suivi des courants océaniques. Et donc, dans ce cadre-là, on a continué à avoir des... C'est assez collaborations. révélateur des choses, c'est-à-dire que, comme dans toutes les disciplines, il y a des jeunes qui viennent d'un peu partout du monde, et puis certains d'entre eux, évidemment, repartent dans leur pays, intègrent des laboratoires, pas forcément toujours des entreprises, et puis restent en contact avec leurs premières années, et ça ouvre sur des projets, en fait, collaboratifs. Et ça, c'est le monde de la recherche. Oui. Je dirais, ça fait partie des privilèges, hein. Non? Oui, On est bien d'accord. oui, tout à Et fait. puis aussi, je dirais, ça donne de l'espoir, je trouve, qu'au-delà de tous les problèmes de géopolitique qu'on peut rencontrer, au-delà des choix de gouvernement que font tel ou tel pays, il y a quand même une unité au niveau des sciences qui surpasse tout ça. Oui. Enfin, Moi, c'est à la fois des sciences et des rapports humains. Enfin, dans tout ça, enfin, en tout cas, quand on fait des sciences appliquées, mais je pense que les autres aussi, enfin, on lie des amitiés et on a le contact humain est fort. En fait, je pense Oui. dans toutes les entreprises et partout, en fait, il y a beaucoup de... Il y a peut-être Enfin, voilà. oui, plus d'opportunités. Nous, on a plus de liberté oui. pour pouvoir faire vivre ces aspects-là. Donc, voyage en Argentine, ça a été l'occasion? Alors moi, je n'y suis pas allée. J'ai laissé... Parce qu'il y a quelques montagnes aussi là-bas, quand Oui, même. il y a des montagnes. Non, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. En fait, quand l'opportunité s'est présentée, j'avais une doctorante vietnamienne à qui ça permettait d'enrichir son CV, de faire le voyage. Donc, c'est elle qui est allée sur place. C'est elle qui est allée là-bas. Ouais. Dans les projets qui ont été développés, donc santé, j'ai vu le terme métocéan. Oui. Je ne connaissais pas le terme métocéan. C'est une contraction météo pour l'océan. Ouais. Météo pour l'océan. Les modèles de vagues. Il y a au cœur de ces études là, des méthodes particulières qui sont utilisées. Bon, il y a les arbres de décision, par exemple. Regardez ça, on parlait en venant des analyses factorielles, on parlait aussi des modèles de Markov. Alors, tous sont peut-être compliqués à essayer d'expliquer, mais on peut tenter peut-être quelque chose. Oui, bien sûr. Ah oui? Alors, le choix, je ne sais pas. Peut-être une de mes spécialité, je ne suis pas la seule, bien sûr, bien mais sûr, c'est ce qu'on appelle les modèles à variables latentes, dont on a parlé un petit peu en venant. Donc, je peux expliquer ces idées-là. Alors, oui. Alors on a un témoin là qui est très attentif. Oui, c'était l'épreuve du bac n'a pas laissé de très bons souvenirs, Félix, c'est ça? Nous éviterons le sujet, si tu veux bien. Visiblement, les modèles de Markov, tu vas voir, c'est tout simple. Bon. Je vais commencer par ce qu'on appelle les modèles à variables latentes. Et l'idée des modèles à variables latentes, c'est que dans ces modèles-là, on a une partie des choses qui sont observables. Donc, on peut prendre l'exemple de la météo, qui sont observables et mesurables. Donc, on peut mesurer, par exemple, la direction et la vitesse du vent. On peut mesurer une température de l'air. On peut mesurer une quantité de pluie qui tombe. Donc, ça, c'est la partie observable. Mais cette partie observable, elle est guidée par des choses qu'on n'observe pas directement, et notamment ce qu'on appelle des régimes météo. Donc, on a l'habitude de dire que là, on a une dépression, on a plutôt un anticyclone. Ça, c'est des notions, finalement, qui sont latentes, qu'on ne peut pas mesurer directement. Vous allez me dire, on peut mesurer la pression, mais la pression toute seule, ça ne donne pas une information sur le régime météo. Et ce régime météo, donc c'est ce qu'on va appeler une variable latente, puisqu'on ne sait pas la mesurer. Par contre, on peut l'inférer, donc la découvrir à partir de ce qu'on observe. Et nous-mêmes, en tant que personnes qui vivent dans un environnement, et notamment en Bretagne,
On est à même de dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans un régime anticyclonique, puisqu'on voit bien que le vent est plutôt d'est, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, il fait plutôt chaud. Il a fait très froid ce matin, il fait bon l'après-midi. Au contraire, on peut avoir des périodes où il y a beaucoup de pluie, du vent d'ouest, etc. Et on sait qu'on est en régime dépressionnaire. Mais donc, on peut utiliser des modèles qui permettent de caractériser les liens entre ces variables observées et les variables latentes, et ainsi, à partir des observations, inférer les variables latentes. Alors, on peut le faire comme ça, de façon un petit peu ponctuelle. On a besoin d'observations. On prend des observations sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et on va guider un petit peu les modèles en disant on attend tel type de lien, et après on va laisser les observations nous donner, apporter une information plus précise qui va nous permettre ensuite de faire par exemple de la prédiction. Voilà. Donc quand on parle de modèle, on parle de modèle avec des états qui vont être liés par des relations de cause à effet. C'est des équations mathématiques, c'est basé sur des relations probabilistes. En fait, on va dire par exemple que on sait que si on est en régime dépressionnaire, on a une plus forte probabilité d'avoir du vent d'ouest un peu fort que dans un régime anticyclonique où la probabilité va être plutôt d'avoir du vent d'est plus faible avec des températures un petit peu différentes. Et donc on écrit ces probabilités en laissant libre leurs paramètres. Donc le paramètre, c'est ceux qui vont nous dire on va avoir plutôt plus de vent d'ouest ou plus de vent. Donc c'est la forme de la loi de probabilité qui nous dit on va mettre plus de poids sur le vent fort ou plus de poids sur le vent faible. Et on va prendre les données et essayer d'estimer pour différentes valeurs de ces paramètres, là, de ces poids qu'on met sur le vent faible ou ces vents forts, est-ce que les données sont vraisemblables? D'accord? Donc, si par exemple je prends une probabilité où je mets beaucoup de vent d'est très fort et puis je dis que je suis en dépression, le modèle il me dit ça c'est pas vraisemblable. D'accord? Donc je vais bouger les paramètres en me disant alors je vais mettre plus de vent d'ouest, et là il dit c'est déjà mieux. Je rajoute les pluies, il dit là c'est vraiment mieux, ça commence à être vraisemblable. Alors, donc on va bouger les paramètres en utilisant des algorithmes automatiques, bien sûr on le fait pas à la main, mais petit à petit ça va nous dire effectivement les bons paramètres ce sont ceux-là, et à ce moment-là on a notre modèle probabiliste qui nous permet de décrire les phénomènes et puis ensuite éventuellement de prédire et alors, ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est compliqué de construire une machine comme ça? Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, moi c'est ma philosophie, c'est de commencer par des choses toutes simples qui sont bien connues, qui sont faciles à interpréter. Donc il y a toujours moi j'ai toujours le souci d'essayer de proposer des solutions qui soient lisibles par les gens de l'autre discipline. Donc comme je vous disais, par exemple, il faut qu'on voit que le vent d'ouest, c'est du vent d'ouest. Quels sont les paramètres qui vont nous permettre de relier ça au phénomène physique qu'on observe. C'est garder le sens des choses. On va garder le sens des choses, voilà. Et donc, commencer par des choses toutes simples, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, essayer de rajouter des éléments dans le modèle pour le complexifier. Alors après, ça peut paraître compliqué vu de loin, mais après, c'est comme on a tous appris des choses, on a des points forts, des points faibles, il y a des gens qui vont lire vite, des gens qui vont mémoriser vite par de l'oreille, et quand on sait faire quelque chose, on trouve ça finalement relativement simple, quoi. Enfin, c'est quand on sait faire, qu'on est intéressé, qu'on est curieux, qu'on a envie. J'ai envie de dire ça, quand on a envie, c'est finalement pas si difficile que ça. Et puis les moments difficiles, c'est des petits challenges, et puis on est content de monter la montagne, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait vous parliez de vagues. Et j'ai lu il y a quelque temps qu'on fait des recherches, je crois, sur les fameuses vagues scélérates. Est-ce que c'est dans votre... Alors, c'est pas directement dans mon champ d'activité, mais j'ai beaucoup rencontré des gens qui travaillaient là-dessus, et notamment, il y avait Ali Frémer dans l'équipe à laquelle j'appartenais, il y avait Michel Olagnon, qui était un des spécialistes des vagues scélérates en France. Et il a d'ailleurs fait des vidéos, beaucoup de vulgarisation sur ce sujet-là. Et il collaborait notamment avec des Norvégiens, des Suédois avec qui j'ai aussi travaillé.
Oui. Donc ça fait partie de Oui, votre... c'est à la limite de mon champ d'intérêt, mais alors ce que je trouve difficile avec les extrêmes, alors j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur les événements extrêmes, c'est que on peut difficilement valider les modèles. Puisqu'on va s'intéresser à des phénomènes tellement rares qu'on les observe peu. Vous allez dire extrême et rare. Oui, voilà, quand c'est extrême, c'est rare. On n'a aucune idée d'ailleurs des vagues scélérates. Vos collègues que vous évoquez là ont une idée du nombre de vagues scélérates qui se produisent sur une année, sur... Je crois qu'il y a des estimations qui sont faites, mais en fait, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Donc, il y a l'approche probabiliste. Alors, dans l'approche probabiliste, il y a deux courants. Il y a des gens qui disent les vagues scélérates, c'est la queue de distribution. Donc, c'est les événements qui peuvent arriver, qui sont rares, mais qui sont dans le modèle. Et puis, il y a des gens qui disent non, c'est vraiment une autre population. C'est des vagues différentes. Donc, qu'on utilise un modèle ou l'autre, on peut estimer la probabilité. Si on peut estimer la probabilité, on peut en déduire ce qu'on appelle des valeurs de retour. Donc, combien de fois ça revient par an ou sur un domaine. Puis après, il y a des gens qui abordent ça d'un point de vue plus physique et qui vont écrire les équations qui permettent de créer ce genre de vagues. Et au bassin, à l'Ifremer, là, il y a des gens qui ont l'occasion d'aller à Brest pendant les journées de la science et les portes ouvertes. Souvent, ils font une démonstration où ils créent des vagues scélérates dans le bassin. Bon, alors, c'est à l'échelle du bassin, donc elles ne sont pas très hautes, mais... Oui, non, ça ne va pas arriver jusqu'ici. Non, on est à l'abri. Enfin, je pense. Nous sommes toujours, excusez-moi Jean-Louis, dans un voyage extraordinaire dans les sciences. On parle de vagues et tout. Moi, je ne pensais pas qu'on allait arriver jusque-là en parlant de statistiques. Donc, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes aujourd'hui avec Valérie Monbet, qui est statisticienne. On parlait de vagues scélérates. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, parce que je ne suis pas de mer du tout, je suis de terre, c'est avec quelqu'un que vous connaissez bien sans doute, c'est Yves Meyer, qui est un ami qu'on peut saluer en même temps aujourd'hui. Les modèles dont on parlait tout de suite, ce sont des grands systèmes, où on peut les réduire, on n'a pas d'idée de la taille de ce que ça veut dire, par exemple, la modélisation de vagues. Alors de nouveau, il y a deux approches. Il y a les modèles vraiment basés sur la physique qui font de la propagation d'ondes. Et là, c'est ce qu'on appelle des équations différentielles. Et si on veut... si on utilise ces modèles-là, par exemple, à l'échelle du bloc, pour modéliser les vagues dans le globe, là, ça va être effectivement des gros, ce qu'on appelle des gros modèles qui vont faire de la prévision en ayant besoin de gros ordinateurs, comme pour la météo. Et puis, il y a l'approche probabiliste. Et dans l'approche probabiliste, les modèles sont beaucoup plus petits. Enfin, c'est juste quelques équations ou quelques relations mathématiques qui sont plus petites. Et après, ce qu'on utilise, c'est le fait qu'une probabilité, ça va nous décrire tous les événements possibles en disant tel événement est très probable et tel autre événement est rare. En général, Est-ce que là, on touche à la notion de modèles globaux qui couvrent l'ensemble du globe, par exemple, et des modèles plus locaux qui vont répondre à des attentes aussi bien précises. Donc, comment on passe de cette échelle globale à l'échelle locale, oui. Ce qu'on appelle la descente d'échelle ou le downscaling en anglais. Donc, effectivement, quand on veut caractériser ce qui se passe, par exemple, à l'échelle de la Bretagne ou même d'un territoire plus petit comme Rennes. Souvent, ce qu'on fait en météo et en environnement, c'est qu'on a des modèles globaux donc qui donnent des informations sur l'ensemble du globe, qui permettent de prendre en compte les grands phénomènes physiques, les grands phénomènes de courant, etc. Et donc ça nous donne une première information. Et après, on va mettre cette information en entrée de modèles régionaux ou locaux. Alors là, de nouveau, il y a deux façons de faire. Il y en a plein, mais il y a deux façons principales. Soit on écrit des modèles physiques, donc on va prendre
en compte la géographie locale, par exemple, ou les informations locales, et puis écrire les équations de la physique d'écoulement des flux, les flux d'air, les flux d'eau. Dans cette géographie, en disant que notre information d'entrée, c'est le modèle global. Et puis, il y a des modèles plus statistiques, où on va dire on a plein de données à l'échelle globale, on a plein de données à l'échelle locale, et on va essayer de comprendre comment on passe de l'un à l'autre en utilisant des modèles statistiques plus simples. Alors, par exemple, ça peut être juste quelque chose qu'on va dire linéaire. Donc, on peut dire, par exemple, le vent en altitude du modèle global, il est fort, et plus bas, il va être moins fort. Donc, c'est quoi le coefficient pour passer de l'un à l'autre? Donc, ça peut être tout simple comme ça. Puis après, ça peut commencer comme ça en se disant est-ce que ça marche? Et si ça explique tout, on est content. Puis si ça explique pas tout, on va essayer de comprendre comment on peut essayer de mieux expliquer ce qu'on n'a pas expliqué, etc. Puis de fil en aiguille, aller vers des modélisations plus complexes. Et finalement, le résultat de ces recherches, il se transforme sous forme d'outils utilisés pratiquement par les chercheurs ou les ingénieurs qui, après, sont sur le terrain. Comment on passe à la réalité de terrain après? On développe. Donc, on a cette phase de modélisation, on conçoit le modèle, puis on développe des logiciels, on informatise ça. Pour donner puisqu'on a parlé beaucoup de météo, restant dans ce domaine-là, avec des collègues, on a développé des outils pour simuler des séquences de météo réalistes. Donc, on en simule plein qui ont les mêmes propriétés que ce qu'on a observé, par exemple, pendant les 5 dernières années. Donc, à peu près le même nombre de tempêtes, le même nombre de temps calme, la même durée de temps calme, le même genre de température, mais voilà, c'est pas exactement la réalisation qu'on a observée, mais elles ont les mêmes propriétés. Et il y a des collègues du BRGM, par exemple, donc le bureau d'études géologiques, là, qui a utilisé ces outils-là pour regarder l'impact du vent sur les dunes dans le nord de la France, par exemple. Et comme c'est des modèles, donc tout à l'heure je disais que je porte beaucoup d'attention au fait que les modèles restent interprétables. C'est des modèles, du coup, où on pouvait changer les paramètres pour créer plus de tempêtes ou des tempêtes un peu plus fortes ou changer un peu la direction du vent. Et on les avait aussi utilisés, c'était utilisé aussi par des gens de l'IFREMER là, qui faisaient de la morphologie, la géomorphologie, pour regarder l'impact de la météo sur le déplacement des bancs de sable en baie de Marennes-Oléron. Donc en fait, quand on est allé sur un terrain particulier, on développe, on identifie le domaine, on identifie les problèmes, on définit des méthodes, on propose des solutions, ça se transforme sous forme de logiciels en général, et ces logiciels sont utilisés, sont améliorés avec le temps. C'est un petit peu le résumé ça me résume bien le parcours. Et alors, donc, on bascule comme ça de la santé à la mer, à l'énergie, à la désalinisation. Alors, je ne sais plus, il y a plein de choses. Oui. Donc, cette gymnastique, parce que c'est quand même une gymnastique quelque part. Alors, ça dépend des domaines. Des fois, la gymnastique est importante, des fois moins. Alors, il y a toujours le coût, entre guillemets, parce que c'est un plaisir de d'abord s'approprier, essayer de découvrir le domaine des autres et apprendre à comprendre comment ça se passe. Donc, on parlait de la santé. Là, je travaille beaucoup avec Olivier Cirque à l'Université de Bretagne Sud, qui est biophysicien et qui est spécialiste de la spectrométrie dans le moyen infrarouge. Et donc, ça fait au moins 15 ans qu'on travaille ensemble. Et encore aujourd'hui, régulièrement, je l'appelle en disant « Attends, j'ai pas bien compris quand tu parles de telle chose ou telle chose. » En ce moment, on travaille beaucoup sur du diagnostic de leucémie, c'est des diagnostics précoces de la leucémie. Et alors lui, il connaît très bien la biologie et la biophysique et la biochimie. Et moi, c'est moins mon domaine. Donc régulièrement, je l'appelle pour qu'il me réexplique des choses pour être sûr de bien comprendre et de lui apporter des réponses pertinentes. Et après, les outils statistiques et puis cette démarche de modélisation et d'informatisation de la solution, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qu'on adapte. La pratique, je dirais. Après, il peut y avoir un peu des grands écarts entre les modèles qui servent à simuler des conditions réalistes météo
Et puis des outils que j'utilise actuellement avec un doctorant pour étudier le microbiote intestinal. C'est pas du tout les mêmes outils statistiques, quoi. Alors la démarche reste un peu la même, mais par contre les outils sont assez différents. C'est un peu comme si on fait de la mécanique auto ou qu'on fait de la charpente. Ça reste manuel, mais on n'utilise pas les mêmes outils, quoi. On passe de clés à molette et de choses comme ça à des scies et des rabots, quoi. Donc, mais voilà, après, il reste une certaine logique qui reste la même. Donc finalement, Valérie, on peut dire que le rêve, c'est toujours le cas. Ah oui, moi, je suis 10 toujours ans, aussi, 20 ans, 30 ans. Toujours aussi curieuse et toujours aussi heureuse de découvrir des nouveaux modèles, enfin des nouveaux domaines, apprendre des nouvelles choses, c'est des rencontres de personnes aussi, enfin. Ça te fait pas envie, ça? Moi, toi, avec ton émission littéraire, tu rencontres aussi beaucoup de monde. Oui. Mais là, je trouve ça aussi vertigineux ce que vous nous faites découvrir ce matin. Parce que moi, en venant à la radio ce matin, alors je me disais les statistiques, je voyais des tableaux avec des chiffres dedans. Et j'avais du mal à m'imaginer de quoi. Je savais qu'on allait trouver des sujets intéressants, mais à ce point-là, non, le mot vertigineux me convient bien. D'autant que c'est ce qui peut arriver aussi quand on est en montagne. Mais c'est une bonne remarque, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est que les statistiques, ça démarre avec des tableaux de chiffres et le rôle du statisticien, c'est de les faire parler, enfin de ce qu'on disait, de trouver de l'information utile dans les chiffres, les données de façon plus générale, parce que du coup, ça ne se limite plus à des chiffres, ça peut être des images, des courbes, des vidéos, des textes. Un collègue hier ou avant-hier qui me disait qu'il travaillait sur un modèle pour estimer la fréquence des mots dans le livre du Comte de Monte Cristo, je crois. On est dans la linguistique. Un des messages, donc on avait parlé un tout petit peu avec Jean-Louis en préparant l'émission, c'est que les maths, les sciences en général, mais en particulier les maths, c'est un bel environnement pour se poser plein de questions et découvrir plein de sujets. Ça peut être un outil de transfert finalement. Quand on peut faire des maths pour devenir prof de maths, mais quand on fait des maths, on peut aussi faire tellement de choses. Et d'ailleurs, de l'analyse de texte même. Oui, tout à fait, de l'analyse de texte, ça se fait beaucoup. L'analyse de texte, mais on voit aujourd'hui les outils comme ChatGPT, Claude, le chat et autres outils d'intelligence artificielle générative, ils manipulent du texte. On peut le dire parce que ce sont des choses... j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet plus tard, mais dans un autre contexte. Systématiquement maintenant, dans notre domaine, je ne sais pas en mathématiques si ça se fait aussi, lorsque une revue reçoit un article, l'article est scruté alors avec des outils, peut-être ChatGPT ou d'autres, pour voir s'il n'y a pas des copies-collées. Du plagiat, autrement dit du plagiat. Toi, tu dirais du plagiat, comme littéraire. Donc, et donc, maintenant, de manière systématique, en mathématiques, je ne sais pas si ça se fait aussi. Si, ça se fait, mais on le fait même avec les copies d'étudiants. Ah oui. De façon automatisée, oui, pour voir s'il n'y a pas trop de copies Parce qu'il n'y a pas entre eux. Il n'y a pas beaucoup de texte, en général, dans les articles de mathématiques. Si, quand même. Par rapport à d'autres. Non, mais par rapport à l'histoire ou par rapport à... Mais effectivement, et on peut retrouver aussi les proximités entre articles à partir des fréquences de termes qui sont utilisés, etc. Mais ça, on le faisait beaucoup avec l'analyse factorielle à un moment donné. Oui, c'est les outils qui permettent de faire ce genre de choses sont basés sur des techniques statistiques. Entre autres, après, moi je trouve que les frontières entre les sciences après sont tellement floues que c'est difficile de dire ça vient de tel domaine. Mais alors, statisticienne, mathématicienne appliquée, comment on voit l'IA arriver ? Comment on voit les outils d'intelligence artificielle arriver ? Est-ce que c'est une grande perturbation qui
ou au contraire un nouveau défi? Comment on voit ça? Parce que je pense que vous en discutez à l'IRMA quand même. Hein. Oui. Alors pour moi, c'est une continuité. C'est quelque chose qui est arrivé petit à petit. Après, dans l'intelligence artificielle, si on regarde ce que c'est quand même une combinaison entre de la statistique, de l'optimisation, de l'informatique. Donc finalement, ça reste beaucoup de maths dans l'intelligence artificielle et du reste, les logiciels qui sont développés aujourd'hui, dans ce qu'on utilise, comme ChatGPT, ça a été développé par des gens qui ont un cursus de mathématiques, souvent, au moins au départ. Voilà, donc ça fait partie de notre univers, hein, ça reste dans nos compétences. Et peut-être ce qui est difficile, c'est que ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre. Là, moi, ces jours-ci, là, je lisais des choses sur les outils de Transformers, les outils qui servent à faire de la génération de langage, notamment, pour pouvoir l'intégrer dans mes cours. Et aussi, si on se posait une question avec une collègue, un des problèmes avec le vent, c'est qu'on sait bien prédire un vent un peu normal, et par contre, prédire des rafales, c'est beaucoup plus difficile. Or, les rafales, par exemple, pour l'aviation ou la sécurité des éoliennes, sont des phénomènes importants. Et donc, on a développé un petit modèle statistique qui permet d'essayer de prédire les rafales, sachant le vent moyen. Et on se posait la question de savoir est-ce qu'on pourrait faire mieux avec des outils d'intelligence artificielle. Mais ça va tellement vite et il y a tellement de solutions, tellement de papiers qui apparaissent chaque jour que c'est difficile de suivre le rythme. Après, c'est basé sur des outils mathématiques, statistiques qui sont... les mathématiciens de Rennes, tout au moins. Non. Il y a les gens se posent des questions et puis ça ouvre aussi des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Mais non, c'est pas déstabilisant. Et pour rebondir sur l'analyse de texte, ça m'a fait penser à quelque chose quand on a parlé tout à l'heure. C'est aussi des outils qui sont beaucoup utilisés, par exemple, en génétique, en génomique, ou dans la spectrométrie, là, quand on découvre des nouvelles bandes spectrales, par exemple, ou des nouveaux gènes dans des séquences d'ADN, pour aller chercher automatiquement dans la littérature existante quels articles ont déjà parlé de ces gènes-là et à quoi ils étaient attribués, à quelle fonctionnalité, par exemple, ils étaient attribués. Dans le microbiote aussi, beaucoup, là, quand on trouve des nouvelles... détecte des nouvelles bactéries qui peuvent être importantes pour tel ou tel phénomène. Par exemple, en ce moment, je travaille avec des collègues du laboratoire de sport de Rennes 2 sur le lien entre le microbiote intestinal et la performance sportive. Oh là Donc, là. on a mis en évidence des bactéries qui sont impliquées dans la façon dont le muscle fonctionne. Et donc, c'est utile après d'avoir des outils qui vont chercher automatiquement des articles qui citent aussi ces bactéries-là pour voir à quelle fonctionnalité elles étaient associées pour confronter finalement notre travail avec ce qui existe et vérifier ou non que et alors, une piste raisonnable. Il y a des domaines qui vous passionneraient et que vous n'avez pas abordés par manque de rencontres, par exemple, ou par manque de temps aussi, ou d'opportunités, ou de... Des choses sur lesquelles je n'ai pas beaucoup travaillé qui m'intéresseraient, c'est les rivières, par exemple. Les rivières, l'eau. Ah, l'eau dont on parlait aussi tout à l'heure. Ça, il y a plein de choses intéressantes à la fois dans la géologie, la façon dont les rivières transportent du sédiment, par exemple, choses comme ça, tout le transport biochimique aussi. Donc là, je participe à une toute petite étude avec des collègues de Rennes là, sur les virus dans l'eau de la Seine, par exemple. Ah oui. Mais sur les rivières, je peut-être été moins impliquée. C'est après le JO, là, c'est plus... C'est moins à la mode, mais oui, il y a eu un petit pic d'activité avant les JO sur le... Bon, on va pouvoir... Tu veux faire une intervention de nouveau pour une d'hiver? Non, tu veux pas? Non, on peut le faire, oui. Écoute, je te laisse faire... Oui, je suis moins habitué que toi quand même. Hein. Donc, nous sommes avec Valérie Monbet, professeure à l'Université de Rennes.
dans un centre de recherche qui s'appelle l'IRMAR. Nous parlons de statistiques appliquées et de projets. Et avec un peu de provocation, je lui demandais si il y avait des domaines qui n'avaient pas été abordés encore et qui pourraient l'être demain avec la même passion que celle qu'on a déjà observée, Félix et moi, depuis le début de l'émission. En dehors de tous ces aspects, il y a une activité aussi d'organisation, de colloques qui est importante. Là aussi, ça correspond à une envie particulière. Les colloques, c'est l'occasion de retrouver des collègues, d'échanger des idées, de découvrir ce que font les autres. Donc oui, c'est aussi quelque chose de... Il y avait d'intéressant. Beaucoup de colloques organisés, non? Ou alors co-organisés, co-organisés, oui. Alors, dans les collègues avec qui je travaille sur la météo, on essaye d'organiser régulièrement des événements pour se rencontrer, pour rencontrer des spécialistes de différents domaines. Oui, donc il y a une volonté, de partage, en fait, de connaissances. Ce qu'il y a dans les colloques, alors vous dites c'est une occasion de se rencontrer, est-ce qu'il y a un petit côté plaisant, ludique, je dirais Comme dans toute... je pense que vous rencontrez le même plaisir quand vous faites des émissions de radio et que vous rencontrez des gens qui viennent parler de leurs activités. Mais un colloque, c'est quand même à plus grande échelle. Oui et non. Après, dans les colloques qu'on organise, des fois, ça peut être des petits colloques. On est une trentaine de personnes. Et puis, il y a d'autres choses qui sont... Tu as de tout. Tu as les grandes conférences internationales qui peuvent réunir des milliers de personnes, d'ailleurs. Et puis, des séminaires ou des colloques qui réunissent... Les mathématiques sont aussi très spécialisées, quelque part. Alors là, on a parlé de statistiques, donc ils couvrent large. Mais autrement, c'est souvent des thèmes qui peuvent être très, très précis. Ça peut être très pointu. Très pointu, et à ce moment-là, c'est quelques dizaines de personnes qui travaillent sur ces thèmes-là, qui participent, quoi. Donc il y a les deux. Il y a les deux. Et je crois que c'est à peu près dans toutes les disciplines, mais vous avez peut-être aussi des écoles d'été ou des choses comme ça? Oui, ça arrive. Oui. Qui sont destinées aux jeunes chercheurs pour le plus souvent participer à leur formation. Oui. On organise aussi, on en a organisé une à Nantes. La prochaine, c'est à Grenoble, les semaines qu'on appelle semaines maths entreprises, dans lesquelles on invite des doctorants, des post-doctorants à venir travailler en petits groupes sur des sujets proposés par des entreprises. Ah oui, donc ce sont des sortes d'ateliers. Oui, ce sont des ateliers, ça dure une semaine, et en une semaine, les jeunes doivent en proposer des idées de solutions. Donc, ça permet notamment à des jeunes qui font des maths fondamentales de se frotter un petit peu aux maths plus appliquées, de découvrir quels enjeux on peut avoir. C'est un petit peu comme les défis qui sont lancés en robotique, par exemple, ou les hackathons d'intelligence artificielle. Voilà, le développement d'un robot pour faire une chose, peu importe. Mais, oui, tout à fait. Oui, c'est un petit peu ça. Donc, on essaye avec c'est bien, ça. Amiès, on essaye d'en faire 2 par an. Ça, c'est bien, parce qu'en plus, là, ça crée un contact direct avec des entreprises. Oui, tout à fait. Oui, ce sont de jolis défis. Et du point de vue de ces jeunes, alors que vous avez en thèse, donc qui vont partir en post-doctorat après pour certains, on a vu tout à l'heure que c'est souvent, quand ils sont étrangers, l'occasion de nouveaux cercles, de nouvelles vagues. Qui ne sont pas scélérates. Qui ne sont pas scélérates, oui. Et aujourd'hui... donc là, on a parlé évidemment de recherche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont peut-être encore peur des mathématiques? Et ce sera notre conclusion, Valérie. Alors pour conclure, moi j'invite les jeunes à écouter leur cœur. Donc
aller vers les domaines qui les intéressent, se challenger un petit peu, bien sûr, hein, ne pas se limiter à des choses faciles, mais aller vers les voies qui les attirent et s'ils ont envie, ils trouveront l'énergie pour surmonter les obstacles. Ce ne sera pas facile, aucun parcours n'est facile, mais écoutez vos passions et avancez dans cette direction. Merci Valérie. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Merci Félix. Merci à vous Donc, pour l'invitation. c'était Voyage extraordinaire dans les sciences avec Valérie Monbet, statisticienne. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.